Mars 1999. Dans le ciel de l'ex-Yougoslavie, par une nuit pluvieuse, les forces serbes stupéfient le monde entier en abattant un avion que beaucoup croyaient invisible. Le chasseur furtif américain F-117 Nighthawk. Je me suis aussitôt dit, ils m'ont eu. Résultat d'années de recherche et de développement secret, le F-117 a été conçu pour échapper au radar. Un avion si difficile à détecter qu'il semblait invincible. Un appareil que ses pilotes nomment simplement le jet noir. Reçu, je me suis éjecté. L'homme aux commandes du chasseur furtif Nighthawk cette nuit-là, le lieutenant-colonel Dale Zelko, dont l'indicatif est Vega 3-1, devient malgré lui une figure de l'histoire de l'aviation. Pour expliquer cet échec de la technologie furtive, il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette technique de l'invisibilité, ce qu'elle permet ou non, quelle protection elle offre aujourd'hui et ce qu'il en sera demain. Janvier 1991. Les télévisions du monde entier montrent les sinistres lueurs vertes qui strient le ciel nocturne de Bagdad. Les explosions se succèdent lors du pilonnage de la capitale irakienne. Une énorme déflagration à moins de 2 km de notre hôtel. Des milliers de balles traçantes déchirent les cieux en quête d'une cible. C'est un vrai cataclysme humain. Plus de 1000 frappes aériennes américaines bombardent les défenses irakiennes chaque jour. Mais les cibles les mieux défendues sont réservées à un avion en particulier. C'est un appareil que les armes de Bagdad ne peuvent pas atteindre. Les Irakiens savent que ces avions sont là, mais c'est un peu comme tirer sur des fantômes. Les radars qu'il leur reste ne détectent rien. Les Irakiens sont aux prises avec l'une des armes les plus stupéfiantes de la guerre moderne, le chasseur furtif américain F-117 Nighthawk. Le lieutenant-colonel Dale Zelko pilote l'un de ces jets noirs lors de cette première nuit de combat. Ma première cible n'a rien vu venir du tout. Pour la suivante, ce fut une toute autre histoire. Bagdad regroupe plus de 3000 lanceurs de missiles sol-air et de mitrailleuses antiaériennes qui forment le bouclier protecteur de l'une des plus grandes forteresses du monde. La furtivité tient une place importante dans la destruction de ces défenses. Loin d'être une arme restreinte, l'avion furtif est polyvalent par excellence. Il peut s'infiltrer rapidement, en silence, et sans être détecté dans les zones ennemies les plus sensibles et les mieux défendues, afin de détruire une cible spécifique. Mais un avion furtif n'opère pas seul. Pour être efficace, il doit agir dans le cadre d'une stratégie d'assaut multiforme, concertée et coordonnée. Une bombe téléguidée s'engouffre dans la gaine d'ascenseur du quartier général des forces aériennes irakiennes à Bagdad. Les forces américaines affaiblissent sérieusement la défense aérienne irakienne. Les commandos spéciaux détruisent de nombreux dispositifs de détection. Des forces de frappe brouillent les radars et des avions spécialisés localisent et anéantissent leurs missiles sol-air. Ces assauts conjugués créent des conditions d'opération idéales pour une nouvelle arme de pointe extraordinaire, l'avion furtif. Mais le ciel est zébré de tirs d'artillerie anti-aérienne. Un écran de tir de DCA aléatoire et meurtrier contre lequel la furtivité n'offre guère de protection. Quand je suis arrivé sur zone, non loin de ma cible, j'ai fixé le centre de ce tir fourni de DCA que je devais traverser. J'étais comme un gamin qui court sous un jet d'eau en tentant d'éviter les gouttes.
Les missions au-dessus de Bagdad sont de véritables baptêmes du feu pour les avions furtifs et leurs pilotes. Quand les bombardements intensifs prennent fin, un mois plus tard, les F-117 ont rempli plus de 1200 missions et largué près d'un tiers des bombes à guidage laser utilisées pendant la campagne de pilonnage aérien. Le F-117 est le seul à pouvoir accomplir certaines missions. Ce que j'appelle chercher une aiguille dans une botte de foin pour la battre. C'est notre rôle, se faufiler chez l'ennemi et en revenir sans être repéré par ses radars, dans le but de trouver une cible bien précise et la détruire. Le fait qu'on ait eu à déplorer aucune perte de F-117 en 1991 durant les combats en Irak et la couverture médiatique sans précédent de cette guerre laisse penser à l'opinion publique que la domination militaire du ciel est changée à jamais. La supériorité aérienne américaine semble être à son apogée grâce à l'invisibilité. Cette conviction ne durera pas. En 1999, le chasseur furtif affronte un nouveau défi. La Yougoslavie est dissoute. Ses anciennes provinces s'entredéchirent dans une guerre de domination sans merci. L'OTAN veut mettre fin au conflit en lançant une offensive aérienne contre les forces serbes. Les F-117 américains sont les pièces maîtresses de son arsenal aérien. Au tout début des années 90, cet appareil pouvait se permettre de survoler la plupart des zones dangereuses de la planète et rentrer intact. La furtivité était l'arme parfaite. On pourrait toujours pénétrer chez l'ennemi et en revenir, mais c'était présomptueux. Contrairement à Bagdad où l'appareil était intégré à une force d'assaut multiforme et coordonnée, le F-117 ne bénéficie dorénavant plus de l'élément de surprise, de l'imprévisibilité et d'un support aérien conséquent. Et les Américains ignorent que leur ennemi étudie déjà un moyen de détecter l'invisible. Pour la 4e nuit d'opération aérienne, le lieutenant-colonel Zelko prend les commandes de l'un des jets noirs. J'ai regardé à l'extérieur du cockpit et j'ai vu surgir 2 missiles des nuages que je survolais. Je me suis aussitôt dit, ils m'ont eu. Mayday, 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 Vega 3-1. Mayday, 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 Vega 3-1. Un missile sol-air serbe a réussi à accrocher un chasseur furtif avec son radar. J'ai regardé le premier missile qui est passé au-dessus de l'appareil, puis j'ai immédiatement tourné la tête pour repérer le second et je me suis dit, bon sang, il vient droit sur moi. Le F-117, supposé indétectable du lieutenant-colonel Zelko, est touché. Il m'a semblé que toute l'aile gauche avait explosé. L'impossible vient d'arriver. Peu après la chute de l'avion, la télévision serbe diffuse des images de la carcasse fumante du F-117. Tandis que les formes anguleuses de l'un des appareils les plus secrets du monde font le tour de la planète, l'onde de choc déferle au sein de l'OTAN, de l'armée de l'air américaine et de la Maison-Blanche. Les précieuses informations hautement confidentielles concernant les matériaux et la construction d'avions furtifs sont maintenant aux mains de l'ennemi. Et une question encore plus importante se pose. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment ce chasseur furtif, un appareil conçu pour être indécelable au radar, a-t-il pu être détecté, pris pour cible et abattu? Même ses plus ardents défenseurs savent que le F-117 n'est pas infaillible. La furtivité n'est pas l'invincibilité, mais une faible perceptibilité. On peut toujours le repérer si on sait comment s'y prendre. L'histoire militaire est une succession de progrès dans l'armement offensif, immédiatement suivi d'autres progrès en défense. C'est un va-et-vient constant de progrès et de riposte. La furtivité fut elle-même une réponse à d'autres progrès. Cette quête pour dissimuler les appareils découle directement de l'avènement du radar. Développé pendant la Seconde Guerre mondiale,
le radar devient rapidement le pire ennemi des avions. Grâce à l'émission d'une fréquence d'onde balayant une partie du ciel, le radar voit tous les objets qui réfléchissent ces ondes. Les signaux émis rebondissent sur l'engin volant et certains d'entre eux reviennent directement à leur source. D'ordinaire, la même antenne permet à la fois l'émission et la réception. Le signal réfléchi est généralement faible, mais on peut facilement l'amplifier. Le radar peut donc ainsi détecter des objets sur de plus grandes distances que les autres capteurs. En comparant les durées d'émission des signaux reçus par les antennes, on détermine les caractéristiques de taille, de forme, de direction et de vitesse de la cible. C'est ce qu'on appelle sa signature radar. Mais surtout, le radar localise la position de l'appareil avec précision. Les avions ont toujours été pris pour cible, mais le radar les rend encore plus vulnérables. Au début des années 50, tandis que la guerre froide fait rage entre les États-Unis et l'Union soviétique, le besoin d'échapper au radar s'impose. Marqué par la présentation de 5 nouveaux missiles. La CIA a besoin d'un avion espion capable de mener des missions secrètes. La première solution furtive envisagée consiste à faire voler un avion si haut que même s'il est détecté, il se trouve hors de portée des appareils et des armes ennemies. Au milieu des années 50, les États-Unis possèdent leur nouvel avion, l'appareil U-2 de reconnaissance en haute altitude. C'est un avion qui peut voler aux confins de l'atmosphère, à une altitude de 70 000 pieds. On le qualifie de furtif, car à cette altitude, on le croit hors d'atteinte de toute détection. Mais les États-Unis comprennent que le vol à très haute altitude ne suffit pas le jour où l'avion espion de Gary Powers est abattu dans l'espace aérien soviétique en mai 1960. Vous voyez ici ce qui rend la furtivité essentielle. Gary Powers l'a appris à ses dépens dans son U-2. C'est le missile solaire, un SA-2 ici. C'est la raison d'être de la furtivité. Il pouvait repérer, attaquer et descendre des avions américains. Pour contrer cette menace, on doit rendre les avions américains plus difficilement détectables par les radars. On crée donc le concept de faible détection, plus connu sous le nom de furtivité. Le successeur quasi furtif du U-2 est un autre avion espion de haute altitude, le SR-71 Blackbird, conçu spécifiquement avec une signature radar réduite et recouvert avec une peinture secrète. On a créé une peinture composée de micro-billes d'acier, qu'on appelait d'ailleurs billes d'acier. Ces billes permettaient de disperser les ondes radar et un contrôleur ne décelait que la forme d'un nuage. Il ne voyait pas un avion. Et il volait si vite qu'il était très difficile de distinguer qu'il s'agissait d'un avion sur le radar. Bien que le SR-71 soit encore classé secret défense, on estime qu'il possède une signature radar de la taille d'un homme. Mais son atout principal reste ses performances. Non seulement le Blackbird vole aux confins de l'atmosphère, mais il le fait plus rapidement que tout autre avion. Volant à 3220 km/h, il est plus rapide qu'une balle de calibre 30. Pendant la guerre du Vietnam, on avait inscrit en gros sur le mur du hangar de la 9e escadre de reconnaissance stratégique: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je vole à 80 000 pieds et à Mach 3. La reconnaissance satellite finit par remplacer le SR-71 pour les missions d'espionnage. Mais la quête de l'invisibilité se poursuit. La reconnaissance n'est qu'un premier pas. Le véritable dessein des militaires est la furtivité au combat. Ils décident de construire un avion de chasse totalement indécelable par les radars ou tout autre instrument. Il leur faut donc une version plus aboutie et plus complexe d'appareils furtifs.
Les ingénieurs soviétiques et américains se lancent dans une course contre le radar. Ils cherchent la solution dans l'analyse de la diffraction des ondes radar. Cela les mène à une grande découverte dans un laboratoire clandestin surnommé l'Atelier des Putois, au sein du service de recherche et développement de Lockheed Martin. Si les radars détectent la réflexion d'un signal, pourquoi ne pas construire un avion dont les formes empêcheraient toute réverbération directe de ces ondes radar? La faible détection radar, le nec plus ultra de la furtivité, est sur le point de devenir réalité. Le premier avion vraiment furtif est entièrement constitué de surfaces planes à angle irrégulier qui dévient les ondes radar loin de leur source d'émission, dissimulant efficacement l'appareil aux meilleurs instruments de détection de l'ennemi. Sa signature radar est estimée à environ la taille d'un petit oiseau. Le résultat ? Un avion à nul autre pareil. C'est très remarquable, car c'est la première fois que la furtivité d'un appareil dicte sa forme. On s'appuyait auparavant sur son aérodynamique. Il y a peu d'avions dans l'histoire qu'on peut qualifier de révolutionnaires. Des appareils qui, par leur existence, changent la nature même de l'aéronautique. Le F-117 est le premier avion dont les caractéristiques essentielles sont basées sur les techniques de furtivité et ses propriétés de faible détection. Un F-117 à pleine charge pèse plus de 23 tonnes et demie. Il mesure près de 22 mètres de long, presque 4 mètres de haut et possède une envergure de plus de 13 mètres. Heureusement pour ses créateurs, la taille d'un appareil influe peu sur sa signature radar. Le laboratoire des sciences électromagnétiques de l'université de l'Ohio est le premier à calculer les données mathématiques réelles complexes de la furtivité. Ces mesures de réflexion d'ondes radar sur une cible donnée sont ensuite utilisées pour déterminer un simple nombre, la surface équivalente radar. Un nombre élevé est facilement détecté par le radar. Un nombre peu élevé est furtif. Comment donc réduire ce chiffre? La forme est de loin l'aspect primordial. Quand on examine n'importe quelle structure, le facteur le plus important qui contribue à sa signature radar est la réflexion sur les surfaces planes. Il faut donc toujours privilégier les angles pour que le signal rebondisse dans une autre direction et ne revienne jamais à son point de départ. Les arêtes à l'intersection de deux surfaces sont les plus propices à réfléchir le signal et sont les premiers facteurs déterminant la surface équivalente radar. Ces problèmes de réflexion impliquent d'éviter tout appendice extérieur. Il n'y a aucune arme, réservoir ou réacteur visible. Ils sont tous dissimulés dans le fuselage. Il n'y a aucune jonction rectiligne. Les panneaux s'imbriquent selon une ligne brisée. En regardant le profil de l'avion, on constate sa forme en dents de scie. C'est le signe même de sa furtivité. La moindre antenne externe est rétractable. C'est la combinaison de ce cahier des charges et de matériaux spéciaux absorbant les signaux radars qui a donné naissance au F-117. Ce chasseur semble avoir résolu tous les défis de la furtivité. Comment donc les Serbes ont-ils pu abattre un avion de plusieurs milliards de dollars censé être invisible au radar? Est-ce l'effet du hasard ou autre chose? Dans les plaines du Kosovo, le colonel Zoltan Dani et son bataillon de tir de missiles se livrent à une partie de cache-cache très périlleuse avec les avions de l'OTAN. Ils se déplacent souvent, s'abritant où ils le peuvent et circulant sous couvert de l'obscurité sans le moindre éclairage. C'est dans cet endroit secret, non identifié, que le colonel Dani et ses hommes visent et touchent le premier F-117 jamais abattu au combat. Mon unité était très bien entraînée et agissait avec esprit d'équipe.
impatiente de démontrer ce qu'on avait appris depuis des années. Les Serbes bénéficient aussi des règles d'engagement. 8 ans plus tôt, lors de la première guerre du Golfe, les forces de la coalition avaient âprement bombardé les défenses aériennes irakiennes. Pour attaquer les troupes serbes, l'OTAN procède selon une tactique très différente. Les forces alliées n'y ont pas touché. On a laissé leur système de défense anti-aérienne pratiquement intact. Les Serbes ont aussi apporté une légère mais importante amélioration à leurs missiles sol-air. Je travaillais sur cette innovation depuis 10 ans. Je n'étais pas sûr à 100% de sa réussite, mais j'y croyais. Ce soir-là, une mauvaise météo provoque l'ajournement de la plupart des activités de l'OTAN. Au lieu d'avoir à scruter le ciel à la recherche de centaines de cibles, les Serbes peuvent concentrer leur attention. Lors de cette 4e nuit de mission, quand je me suis dirigé vers mon avion, j'ai eu le très fort sentiment que s'il devait y avoir une nuit et une mission au cours de laquelle un F-117 pouvait être abattu, c'était cette nuit et cette mission. Et la situation ne fait qu'empirer. Alors qu'elle vole déjà, une escadre de F-16, dont la mission consiste à abattre les missiles sol-air serbes, reçoit un ordre d'annulation. Puis, les avions de brouillage électronique de radar EA-6 Prowler se voient refuser l'accès à la zone aérienne de leur mission. Les F-117 ne peuvent plus compter que sur leur furtivité. Aussi bonne soit-elle, elle ne suffira pas. Nous étions 8 F-117 tout seuls, sans le moindre support extérieur, contre un dispositif de défense aérienne tout à fait opérationnel. Toutes les conditions sont réunies pour un désastre. On a branché notre radar, mais l'écran n'affichait pas d'avion, rien. Puis j'ai demandé à Ljubenkovic d'allumer notre nouveau système. Et là, bien sûr, les cibles sont apparues sur l'écran. On a aussitôt su qu'il s'agissait d'avions furtifs. La première cible est hors de portée. Mais ce n'est pas le cas de l'appareil piloté par Dale Zelko. Des opérateurs ont suivi la cible manuellement et l'officier de guidage nous a informé que la cible était à portée. J'ai alors donné l'ordre de le détruire avec 2 missiles. Le deuxième missile touche sa cible. L'impact du missile a été extrêmement violent et j'ai immédiatement perdu le contrôle de l'appareil. L'avion est parti en vrille et en tonneaux en encaissant 7 G ou plus et j'étais totalement écrasé contre le haut de mes sangles. À cet instant, la gravité tente d'éjecter de son siège le corps de Zelko, 7 fois plus lourd que la normale, et l'écrase contre la verrière de son cockpit. Je me souviens avoir pensé, toujours très calmement et posément, je crois que ce n'est pas bon du tout. Du tout. Tu vas certainement y rester. Sa seule chance de survie consiste à tirer les poignées d'éjection. Je ne me rappelle pas avoir saisi ou tiré les poignées d'éjection. Je crois sincèrement qu'on m'y a aidé. Je me souviens seulement être assis dans mon siège, regardant le cockpit s'éloigner de moi. J'analysais la situation et ce qu'elle impliquait. Je me disais, ok, ils ont touché le gros lot avec l'avion, mais le pactole, ce serait d'avoir le pilote. Zelko a subitement changé de mission. C'est lui qui est soudainement devenu la cible et il doit éviter d'être capturé. Lors de sa descente en parachute, Zelko établit un contact radio pour annoncer sa dernière position connue. Quelle est votre situation? Répondez. Reçu, reçu. En éjection. Abattu. Oh merde. S'orienter sur ce terrain inconnu et transmettre un signal de localisation avec sa balise. Ça a été une sacrée chasse à l'homme et un combat de tous les instants pour me retrouver et me secourir.
Après une nuit terrible passée à éviter l'ennemi, Željko est rapidement et spectaculairement arraché à la campagne serbe par des parachutistes sauveteurs américains, les PJ. Les 2 PJ sautent au sol, ils me saisissent, on grimpe tous les 3 dans l'hélico et on repart. Ça a pris 90 secondes. Moins de 45 secondes au sol, ce qui est remarquable. Ils ont été extrêmement professionnels. Malgré toute cette technologie et cette sophistication, il a suffi pour cette extraction d'un talkie-walkie, d'une fusée éclairante et d'un GPS à $100. L'ingéniosité et la détermination humaine ont aidé les sauveteurs américains à réussir cette extraction très risquée. Ce sont les mêmes qualités d'intelligence et de chance qui ont conduit à la destruction du F-117. On a astucieusement modifié un système radar ancien pour le rendre plus efficace contre les avions furtifs. Mais les tactiques opérationnelles ont aussi rendu la tâche plus facile aux Serbes. Les avions de l'OTAN volent dans des couloirs bien spécifiques. On peut observer leur décollage en Italie. Les Serbes peuvent à peu près déterminer la destination de ces avions et le temps qu'il leur faut pour y parvenir. On installe donc ces radars sur la trajectoire supposée de l'avion et, je le répète, il n'est pas invisible. Il est simplement conçu pour qu'on ne le repère pas quand il approche. Mais s'il vole juste au-dessus de vous, son ventre est légèrement plus facile à déceler. Je suppose que c'est ce qui a dû se produire quand ils ont descendu notre F-117. Et une fois pris pour cible, le F-117 offre un défaut qui lui est propre car ce premier avion furtif n'est pas né sans compromis. Le jet noir ne peut compter que sur sa capacité à se dissimuler. Il ne possède pas de défense antiaérienne et ses performances sont limitées. Il possède ce qu'on appelle une forme de losange contrariée, car le véritable défi a consisté à le faire voler malgré sa forme. Pour la première fois, on avait fait prévaloir sa surface équivalente radar et les principes de furtivité sur ceux de l'aérodynamique. Alors qu'un avion de chasse ordinaire peut effectuer un virement à très forte gravité pour éviter l'impact d'un missile, le F-117 doit renoncer à cette possibilité au profit de la furtivité. Et la nécessité de réduire sa signature thermique l'oblige à ignorer les vitesses en post-combustion. Le but était de tout miser sur ses aptitudes d'avion furtif. Il n'avait donc pas nécessairement besoin de la même manœuvrabilité ou de la même puissance qu'un F-16 ou un F-15. Le Nighthawk doit rester invisible pour survivre. On prête donc une grande attention à toutes les sources possibles de réflexion radar. On peut voir d'autres caractéristiques de cet appareil furtif en examinant ses prises d'air. Le rotor d'un réacteur est idéal pour réfléchir les ondes radar. On a donc imaginé ces formes différentes qui dévient les signaux. De plus, le F-117 est revêtu d'un matériau qui absorbe les ondes radar. Ce matériau stratifié couvre l'enveloppe externe du Nighthawk. Quand on remplace des pièces sur cet avion, on doit tout recommencer, faire ce qu'on appelle enduire l'appareil, pour couvrir tous les joints et interstices et le rendre totalement hermétique. Bien qu'elle soit aussi conçue sur le principe de la réduction de sa signature radar, la génération suivante d'avions furtifs possède un énorme avantage sur le F-117, sa puissance informatique. De meilleurs ordinateurs embarqués permettent le retour des formes aérodynamiques. Avec sa forme d'aile volante et une aérodynamique optimisée, le bombardier B-2 offre un nouveau visage à la furtivité. Quand on observe un F-117, on ne voit quasiment que des surfaces planes. Le B-2 est le premier avion furtif doté de surfaces courbes. C'est un fantastique avantage quand on aspire à des performances aérodynamiques. Cet appareil est furtif à plusieurs titres. Le plus évident est sa forme d'aile de chauve-souris qui saute aux yeux.
Une autre caractéristique de l'avion contribuant à sa furtivité est l'alignement de tous ses bords. Les bords d'attaque et de fuite sont tous parallèles, ce qui concentre la dispersion d'énergie dans des zones maîtrisables et planifiables. On teste le rayon d'action élargi du B-2 au cours des frappes aériennes de l'OTAN sur la Serbie. Le 24 mars 1999, au cœur même des États-Unis, 2 bombardiers furtifs B-2 décollent de la base aérienne Whiteman dans le Missouri. Leur cible se trouve de l'autre côté de la planète. Les équipages de 2 hommes vont voler pendant plus de 30 heures en effectuant au moins 4 ravitaillements en vol. Après avoir décollé, ce n'est pas comme si on effectuait un vol de croisière en pouvant regarder un film. On doit constamment être sur le qui-vive. C'est donc une mission non-stop de 20 heures avant de pouvoir atteindre et de s'occuper de l'objectif. Puis il faut encore rentrer. Et je suis encore confronté aux mêmes questions. La météo est-elle bonne? Mon réservoir va-t-il me trahir? Vais-je devoir dévier ma route? Et après 36, 40 ou 44 heures de vol, il me faut poser l'avion en toute sécurité pour qu'il puisse repartir en mission. La capacité du B-2 à transporter une énorme charge partout dans le monde en fait une arme extraordinaire. Dans l'offensive aérienne sur le Kosovo, le B-2 inaugure une nouvelle bombe dévastatrice. Voici ici même la raison pour laquelle l'armée de l'air envoie des bombardiers furtifs au combat. C'est un JDAM, un armement air-sol modulaire américain. La nouvelle arme est guidée vers sa cible par un système de navigation satellitaire GPS. Lors des bombardements sur le Kosovo, en un seul survol du territoire ennemi, les B-2 larguent 16 JDAM qui se dirigent individuellement sur des cibles spécifiques. Un logiciel guide les mouvements de la queue pendant sa chute. On peut ainsi la guider avec une précision de quelques mètres. En associant une arme guidée à un appareil furtif, on surprend l'ennemi car elle n'offre aucune signature radar. Elle est indétectable aux infrarouges. Et pendant un très bref instant, ils s'aperçoivent que quelque chose tombe, mais il est trop tard. La bombe s'abat depuis 40 000 pieds d'altitude et atteint sa cible. À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, on fait à nouveau appel à la capacité des B-2 à atteindre n'importe quel lieu dans le monde. 3 jours seulement après le début de la guerre américaine contre le terrorisme, 6 bombardiers B-2 décollent de la base aérienne Whiteman pour une très éprouvante mission de 44 heures qui les mène de l'autre côté de la planète. Leur vol aller-retour ininterrompu vers l'Afghanistan nécessite de nombreux ravitaillements en vol. Le voyage couvre plus de 40 230 km et représente la mission de combat la plus longue de l'histoire du combat aérien. Nous sommes capables d'intervenir n'importe où dans le monde. Le pilotage de cet avion requiert beaucoup de courage. Il est dépourvu de haute vitesse en post-combustion et de missiles de défense. Sa furtivité reste sa seule protection. On cherche à échapper à la détection. On ne veut pas être accompagné par un groupe d'appareils qui nous ferait repérer. On vole donc en solitaire, sans aide et sans crainte. Le F-117 et le B-2 sont tous deux peints en noir et ne volent que la nuit pour accroître leur capacité à éviter la détection visuelle. On souhaite réduire le plus possible les facteurs de détection. Notre trace visuelle, acoustique, infrarouge à cause de la chaleur, et notre signature radar que l'ennemi tente de déceler. On gère tous ces facteurs pour rester furtif. Le radar n'est pas le seul ennemi. Un appareil furtif doit aussi rester indétectable pour les autres types de capteurs. Lorsqu'un avion vole, il laisse un sillage d'air chaud qui peut être perçu par un instrument de détection infrarouge. Les ingénieurs aéronautiques tentent donc de réduire ce signal infrarouge sur les avions furtifs. Contrairement aux avions à réaction ordinaire,
leurs réacteurs sont profondément enfouis dans le fuselage ou les ailes. Cela rend les prises d'air moins vulnérables à la détection radar et réduit la signature thermique de leur échappement. On abaisse aussi considérablement l'empreinte infrarouge d'un réacteur en scindant son flux d'échappement. Au lieu d'avoir un seul sillage de chaleur très concentré, des déflecteurs en dispersent le flux et le mélangent plus rapidement à l'air froid. Le B-2 et le F-117 sont développés en grand secret pendant les années 70 et 80 avec les techniques de l'époque. Au fil du temps, les avions furtifs connaissent des progrès, mais comme l'a démontré la destruction du F-117 par les Serbes, les techniques anti-furtivité évoluent aussi. Ils sont intelligents, loin d'être stupides. Ils savent comment régler ce problème. C'est pourquoi les techniques de furtivité ne peuvent pas se limiter à cet avion. On ne peut pas s'arrêter au B-2. L'amélioration précise que le colonel Danny a apportée à ses missiles sol-air reste un secret bien gardé. Les spécialistes de la défense aérienne américains le connaissent, mais ne le dévoilent pas. Il existe cependant des théories sur les modes de détection des avions furtifs actuels. Les innovations du F-117 le rendent faiblement détectable par les systèmes infrarouges et radars ordinaires, mais l'avion n'est pas invisible. Par quel autre moyen pourrait-on le détecter? Lorsqu'un avion se déplace dans les airs, il provoque des tourbillons, les remous ou vortex dans son sillage. On détecte facilement les vortex des tornades grâce au radar Doppler qui permettent aux météorologistes de suivre les tempêtes. Un Doppler ultrasensible et très concentré pourrait-il repérer les remous de ces avions? Les radars ordinaires émettent et reçoivent depuis un même lieu. Et les avions furtifs sont conçus pour dévier ces ondes radar de leur source. Mais une série de récepteurs déportés ne pourrait-elle pas lire les ondes déviées dans plusieurs directions et par une simple triangulation, repérer avec précision l'origine de la réflexion? Dans le cas du F-117 de Del Zelko, on parle à l'époque sur Internet d'une nouvelle technologie secrète. Ce système utilise ingénieusement le réseau de téléphonie mobile du pays. On appelle cela une détection par interférence. C'est un peu comme si un homme invisible marchait sous une averse. La pluie qui tombe engendre un motif apparent. Si l'homme invisible le traverse, il en perturbe la structure et devient visible. Une série d'émetteurs de téléphonie mobile couvre une zone du ciel d'un réseau de micro-ondes qui, comme les gouttes de pluie, génèrent un entrelacement observable. Des récepteurs au sol, synchronisés à un GPS, pourraient repérer avec précision la position d'un avion furtif en détectant la perturbation du maillage. Une fois cette perturbation déterminée, on a la position de l'appareil et on peut tirer des missiles sol-air ordinaires sur la cible. Quel que soit le système qui a permis d'abattre le F-117 cette nuit-là, en Serbie, les leçons tirées de la création du Nighthawk et du B-2 ont servi au développement de la génération suivante d'avions furtifs. Des superordinateurs permettent dorénavant de combiner furtivité et aérodynamique. Au lieu de couvrir le F-22 et le F-35 d'un matériau absorbant les ondes radar, on a doté le métal lui-même de cette faculté. Voici le F-22 Raptor, un chasseur de 5e génération fabriqué dans un matériau absorbant les ondes radar qui associe performance de pointe et furtivité. Et cet avion furtif n'a même pas besoin de se cacher de ses ennemis. Il sait se défendre tout seul. Les missiles air-air du Raptor sont logés dans des soutes internes et peuvent être déployés en moins d'une seconde.
L'ouverture des battants de la soute expose l'avion aux radars ennemis pendant moins de 2 battements de cœur du pilote. C'est vraiment le chasseur idéal. Il suffit de s'imaginer en train de regarder un écran. D'accord, je les visualise tous, rien ne m'échappe mais personne ne me voit. Il est génial. On a aussi développé un deuxième appareil furtif à plus long rayon d'action, le F-35 Lightning II. Comme le F-22 Raptor, c'est un chasseur furtif de 5e génération. Il ressemble à une version monoréacteur, légèrement plus petite et plus conventionnelle du F-22. Le F-35, un chasseur polyvalent, est fabriqué en 3 versions, adaptées aux différents besoins des militaires américains et de leurs alliés. Et pour la première fois, un avion furtif peut remplir tous ses rôles à la fois. Le F-22 et le F-35 représentent actuellement la quintessence de la furtivité. Mais les ingénieurs aéronautiques étudient déjà de nouvelles techniques de furtivité pour protéger la vie des pilotes. L'un des moyens d'y parvenir consiste à utiliser des chasseurs furtifs très perfectionnés, sans pilote embarqué lors des missions dangereuses. Des appareils télécommandés par des pilotes au sol. Exécution dans 3, 2, 1, 0. Cela ébauche un des avenirs possibles de la guerre aérienne. L'utilisation de petits modules de combat aériens sans équipage. On appelle cela un drone. Cet appareil peut opérer en robot chasseur furtif solitaire ou en binôme avec un appareil avec pilote. Ces prototypes de drones représentent probablement la prochaine génération d'avions construits sur le principe de l'association des formes furtives et des nouveaux matériaux d'absorption des ondes radar. Certains ingénieurs anticipent encore plus l'avenir pour découvrir si les techniques émergentes ne seraient pas la clé de la furtivité de demain. Certaines semblent tout droit sorties de la science-fiction, comme la création d'un bouclier plasma enveloppant l'appareil à l'aide d'un gaz ionisé qui réduit la surface équivalente radar de l'avion et le fait disparaître aux yeux de l'ennemi. Le plasma est un gaz qu'on excite avec de l'électricité. On peut voir ici la lueur violette émise par les atomes et les molécules du gaz contenues dans la cloche. Le plasma est le 4e état de la matière. Il résulte de l'ionisation d'un gaz. Il constitue 99% de la matière visible de l'univers. On le trouve dans notre Soleil, les étoiles qu'on observe la nuit et la flamme d'une bougie. Des chercheurs testent actuellement les applications potentielles du plasma froid et lui ont découvert des qualités d'absorption des ondes radar. Non seulement le plasma les absorbe, mais il les absorbe sur une large bande de fréquence. Donc même si un radar change continuellement de fréquence, il restera dans la bande de fréquence qu'absorbe le plasma. Dans l'avenir, des électrodes intégrées à l'appareil pourraient être activés afin de charger l'enveloppe de l'avion, excitant ainsi le gaz de l'atmosphère environnante pour l'ioniser et créer du plasma. Cette enveloppe pourrait, à l'aide d'un ordinateur, rapidement modifier sa densité afin d'absorber d'éventuelles fréquences radar. On peut le rendre plus dense ou plus épais, ou modifier sa densité aussi rapidement que possible. Ça n'est évidemment pas possible aujourd'hui, mais il n'y a aucune raison qu'on n'y parvienne pas un jour. La NASA développe activement un appareil hypersonique atteignant 10 fois la vitesse du son. D'autres constructeurs utilisent la technique du plasma pour réduire la traînée d'un avion et augmenter sa manœuvrabilité aérodynamique. 2, 1, mise à feu, mise à feu, mise à feu.
L'association du plasma, de sa furtivité inhérente et de la vitesse hypersonique, pourrait engendrer un drone capable d'atteindre une zone de combat partout dans le monde en moins de 2 heures. On est en poussée sur alpha négatif. La furtivité a transformé les règles du combat aérien. Et le F-117 Nighthawk est l'avion qui a permis cette révolution. La destruction du jet noir de Del Zelko en Serbie résulte d'un duel entre une technologie vieille de 25 ans et des moyens ultramodernes dans des conditions loin d'être idéales. Cela reste certainement la défaite la plus cuisante de la furtivité, cette technologie qui a pour but de conserver les avions dissimulés au regard de leurs ennemis. Les guerres futures pourraient bien être menées par des drones furtifs, pilotés par des hommes au sol, à l'autre bout de la planète, atteignant des vitesses encore inconcevables aujourd'hui et auréolés de plasma les rendant invisibles à tous les radars. Mission accomplie. Mais si on se réfère à l'histoire passée, il fait peu de doute que le jeu mortel du chat et de la souris que ce livre Avions furtifs et détection radar se perpétuera invisible au-dessus de nos têtes. Mayday, 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 Vega 3-1. Mayday, 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 Vega 3-1. Vega 3-1, Magic 8-6, j'écoute. Reçu, reçu, en éjection, abattu. Oh merde. Vega 3-1 est abattu. Il est à terre.